Aujourd'hui, je reçois Camille Matisse. Camille, c'est le CEO et fondateur de Conquistador.io. Ce que fait Conquistador, c'est très simple. En gros, si tu veux monter ta startup, il t'accompagne de la mise en forme de ton idée jusqu'à ta levée de fonds. Donc, il a mis beaucoup d'entrepreneurs dans toute sa carrière voulant se lancer. Et du coup, dans ce podcast, il va t'expliquer les 3 ou 4 grosses erreurs que la plupart des gens qui se lancent dans un projet quel qu'il soit le font la plupart du temps. Puis ensuite, comme on parle des mondes des startups, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait espérer après la chute de The Family il y a maintenant plus de 2 ans. Et au fait, si tu as une idée ou même tu as déjà une boîte qui est dans le SaaS B2B ou tout simplement dans le service B2B, écoute, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait t'aider énormément. J'ai préparé une liste qui contient le contact, mail et numéro de téléphone de CEO qui cherchent en ce moment à avoir plus de croissance. Comment je fais ça? Écoute, c'est assez simple. Actuellement, ces personnes qui sont dans cette liste ont récemment fait des recherches autour de la croissance, donc ils sont intéressés à du contenu concernant la croissance, ou tout simplement ont commencé à chercher de l'aide, donc littéralement des personnes pour pouvoir les aider à avancer. Donc en gros, ils ont besoin de tes services, ils ont besoin de ton outil, ils ont besoin de ton aide. Cette liste actuellement, elle contient un petit peu moins de 200 contacts, mais en fait le truc c'est que toutes les semaines, je vais mettre à jour 100 nouveaux contacts tout frais dans cette liste. Du coup, si tu veux la récupérer et avoir des résultats proches des miens, c'est-à-dire que moi avec cette liste, j'ai réussi à prendre 9 rendez-vous la semaine dernière, écoute, il y a un lien en description, tu n'hésites pas à y aller et à t'inscrire. Je te souhaite une très bonne journée, tu prends soin de toi et bien sûr, je te laisse avec le podcast. Ciao. Écoute, Camille, super content de t'avoir dans le podcast. Pareillement, merci pour l'invite. Non, il n'y a aucun souci, c'est mon plaisir, comme d'habitude. En plus d'être mon basque préféré, on va parler d'un sujet que j'apprécie particulièrement, c'est le monde des startups. Bon, on va pas revenir là-dessus. Dans l'introduction, je pense que je t'ai assez bien présenté. Tu en as vu des vertes et des pas mûres, j'ai envie de dire. Et du Ouais. coup, j'aimerais commencer avec une question qui est assez provocatrice, on va dire, de manière générale. Bon, pas provocatrice, c'est un grand mot. Mais en gros, je voulais savoir, selon toi, après toute l'expérience que tu as en magazine, pardon, quelles sont pour toi les erreurs les plus courantes commises par les fondateurs de start-up? Alors, la première, il y en a beaucoup, il y a une liste infinie. Mais les plus courantes, je dirais, je vais mettre la number one, c'est de prendre des associations à la légère. Mhm. Euh, je pense que vraiment, l'humain, c'est la chose la plus imprévisible dans une entreprise. Et que du coup, une association, la première personne avec qui on commence une boîte, ou les 2, 3, 4, 5 premières personnes, ça dépend. C'est quelque chose qui se cadre réellement. Donc ça, c'est vraiment hyper important. La deuxième, c'est d'écouter tous ceux qui n'ont pas monté de boîte et qui t'expliquent comment faire. En allant en disant tiens, on va faire un business plan, va me faire une jolie présentation pour la banque, Mhm. etc. Donc ça, déjà, à éviter. Et eux, ils donnent plein de mauvais conseils. Donc, je vais continuer. Donc, faut pas les écouter. Et en trois, Mhm. ça va être de commencer à dépenser vraiment de l'argent, du coup, dans un projet, dans une idée de boîte qu'on n'a pas encore testée. Donc, il y a plein aujourd'hui de moyens, en fait, pour tester le fait qu'une idée ou pas rencontre un marché sans se cramer les ailes. Et Mhm. ça, on le voit souvent, et souvent, nous, on récupère des entrepreneurs à la petite cuillère, j'ai envie de dire, Ouais, parce ouais. que voilà, ils ont mis beaucoup d'argent dans le vent, et ils ont écouté des mauvais conseils. Euh, Ouais. donc voilà, déjà, là, il y en a quelques-uns. Je peux en avoir un dernier, peut-être. Un Franchement, c'est dernier, bien, hein. C'est bien. ouais, Mais après, dis-le dernier. Si t'as un dernier, fais-le. Si t'as un le dernier, dernier fais-le. rapide, je dirais commencer à s'entourer alors qu'on n'est pas Mhm. structuré aussi. Seul ou à deux ou trois, on peut faire énormément de choses, et ça sert à rien de s'entourer tant qu'on n'a pas nous-mêmes bien processé les choses. Ça, c'est aussi Ok, quand tu dis un s'entourer, c'est quoi préconcept. exactement? Déjà, je pense que n'importe quel entrepreneur, il doit tout faire soi-même avant de déléguer, en fait. Et, euh, Ok, et, d'accord, c'est. et avant de déléguer, tu processes les choses pour pouvoir les redonner. Et, euh, et Mhm. du coup, il faut mettre les mains dans le cambouis partout, et se mouiller avant de demander aux autres de faire la même chose. Je suis d'accord avec toi 1000 fois là-dessus. En fait, tu as parlé de 3 points. Tu as parlé de quatre trucs que tu retrouves, mais c'est 3 points. Le premier, c'est finalement la rencontre
son produit market fit, essayer de trouver son produit market fit assez rapidement. Le deuxième, Ouais. c'est l'écosystème. Et le premier, c'était quoi déjà le tout premier que tu as dit? L'association. L'association, et trouver son associé. Donc Ouais. ouais, en fait, on va parler, en fait, ça va être un peu le sujet de ce podcast, donc tu fais même une très bonne introduction, parce qu'on va parler de ça, en fait, d'écosystème dans lequel tu dois te trouver pour pouvoir trouver ton produit de market fit. Et Mhm. ça tombe bien, c'est pour ça que je t'ai contacté aujourd'hui. Alors, on va parler de la partie fondateur, etc. Je sais que moi, j'ai vu des associations assez incroyables, pour le coup, dans ma carrière, pour être honnête. Des trucs où tu te dis, comment ils travaillent ensemble? C'est pas possible. Ça paraît fou quand même qu'ils travaillent ensemble. Et j'ai vu l'extrême inverse, ça veut dire des gars qui disent, et je suis un peu de cette famille-là, qui disent je veux pas du tout m'associer, j'ai pas envie de parler avec des gens, je suis bien dans mon coin, et j'aurai plein de freelance qui seront au niveau d'un CFO chez moi ou d'un niveau d'un CTO, mais je veux pas m'associer. Ouais. Est-ce qu'il y a une demi-mesure dans ça, ou vraiment il faut être dans les extrêmes d'un point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu as vu par rapport à la confondation? Comment trouver le meilleur choix aujourd'hui? Déjà, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Euh, Mhm, ça peut être ton meilleur pote, ça peut être le mec que tu rencontres comme ça dans la rue, dans un networking. Par contre, ça peut être n'importe qui, mais ça demande à être mis à l'épreuve. mhm, La mise à l'épreuve, pour moi, comment je procède, en tout cas nous dans notre écosystème, c'est qu'on fait 3 mois de tests pour voir si on exécute au même niveau. Et voilà, parce que des fois tu peux être associé, mais c'est pas du 50-50. Il faut aussi comprendre qui apporte quoi. Et, euh, mhm, et qui peut survivre au monde hardcore de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui s'imaginent beaucoup comme entrepreneurs, mais en réalité, ils sont pas du tout faits pour ça. Et, euh, mhm, et la seule manière de le savoir, c'est vraiment d'être dans le dur, de traverser une période difficile ou vraiment de démarrer. Moi, je considère que toute période, toute entreprise qui commence constitue une période difficile parce que t'as pas de thunes, tu te payes pas, mhm. tu dois itérer rapidement, trouver tes premiers clients et vraiment être dans le dur et avoir quelqu'un qui tient la baraque au même niveau que toi en face, c'est quelque chose de rare. Mais ça peut être n'importe qui. Ça demande juste d'être mis à l'épreuve. Ok. Et quand tu dis mis à l'épreuve, c'est vraiment euh, la vie de tous les jours. Ouais, Enfin, la vie de tous les jours d'un entrepreneur pendant 3 mois, pour toi, un trimestre, c'est un bon moyen pour toi de voir ouais, s'il y a ouais, ouais. potentiel suite ou pas. Ouais, je pense que trois Ok, mois, c'est ok. suffisant. Tu sais que si humainement, tu as un fit, humainement, j'ai envie de dire un truc, c'est un doute, pas de doute. Tu vois, Ok. si tu as un doute sur la personne ou quoi, faut pas faire le test. Vraiment, faut qu'humainement, ça fit déjà. Parce que tu vas passer plus de temps avec cette personne qu'avec ta femme, quoi. Mhm. C'est Non, vrai, mais hein? globalement. Donc le truc, c'est qu'il faut vraiment que si tu kiffes d'être avec cette personne, de faire quelque chose avec lui. Mais après, dans l'exécution, ça va être autre chose et il faut du temps vraiment pour se rendre compte euh, ce que chacun apporte et est-ce que cette personne est finalement quand même faite pour survivre à une entreprise. Ok, ok. Et est-ce que tu vois des profils d'entrepreneurs un peu ou pas? Est-ce que tu pourrais Moi, mettre dans des boîtes des entrepreneurs, ou c'est vraiment ouais, varié, tu n'arrives pas à les mettre. si, si. Moi, dans notre écosystème, il y a un bootcamp au départ. Donc, on passe 5 jours tous ensemble avec les nouveaux entrepreneurs qui rentrent dans le réseau. Au bout des 5 jours, on s'est jamais gouré sur qui allait faire quoi. On sait qui est entrepreneur ou pas. Ça se voit direct dans l'état d'esprit, dans l'exécution. Tu vois les gens qui prennent l'initiative d'eux-mêmes, qui se forment tout seuls, qui avancent en solo et qui vont très vite dans leur tête. C'est ceux-là qui réussissent. Après, tu as des gens Mhm, qui sont plus lents, qui finalement ont moins d'ambition et se disent ah ouais quand même c'est compliqué, c'est vrai que ça va être dur. Voilà, ceux-là, il faut leur dire direct, va dans le salariat. Hein. Si t'es là pour gagner de l'argent de suite et gagner de l'argent facilement, retourne dans le salariat. C'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat. mhm, Donc nous, en mhm, 5 jours, en passant déjà 5 jours, on sait qui a un état d'esprit, un mindset entrepreneur, mais ça veut pas dire que sa boîte va fonctionner. On sait qu'il a un mhm, mindset, il va y arriver peut-être en crachant 3, 4, 5 boîtes, peut-être que la sixième sera la bonne, mais il va y arriver à un moment. mhm. Ça, c'est intéressant. Ok, ok. Et du coup, ça fait la transition un peu avec ce que tu fais aujourd'hui.
En quoi un incubateur aujourd'hui peut t'aider à t'éviter un peu ces erreurs? Ou est-ce que. En fait, il est quoi là? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, je vais être honnête avec toi, moi j'ai traîné un petit peu là-dedans, les incubateurs, etc. J'étais au début du gros boom Startup Nation, Macron n'était pas encore élu, donc j'étais en plein milieu. Il y avait c'était la French Tech chez nous Waouh. dans le sud de la France ouais, il y avait une sorte de bâtiment près de la mairie de Montpellier qui était Ah, j'y réquisitionné suis avec allé, j'y ça. suis allé. Il y avait Je d'ailleurs viens de donner des confs ah ben là-bas, voilà, ben parfait. avec le Ben grand écoute, coq voilà, il y dessus. avait après, voilà, exactement, il y avait les ateliers Google, waouh, c'était incroyable, etc. Donc, pour le coup, tu les voyais, et c'était quoi? C'était des VC souvent étatiques qui venaient, ils prenaient 40% de ta boîte, voilà, vite fait, du donner 50 000 euros à les grands max, tu vois. Bon, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, hein. Mais je veux dire Ouais, par là, tu vois, mais on va dire moi j'ai un l'écosystème peu a cette beaucoup mauvaise. maturé aussi. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je te dis que moi je suis parti un peu de ça, ok. Mm, Et j'ai toujours eu un peu j'ai vu les incubateurs un peu du mauvais œil. Je vais être honnête avec toi depuis ce jour-là. bien sûr. Et je voulais savoir, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et surtout, bah, c'est quoi la grosse plus-value aujourd'hui d'un point de vue incubateur? C'est quoi qu'ils proposent? C'est quoi le plus aujourd'hui? Donc, par exemple, techniquement, je rentre chez toi. C'est quoi la Ouais. plus grosse plus-value que tu vas m'apporter dans un moment où vraiment de ma vie, ça risque d'être compliqué, très tendu pour moi, etc., etc. Bah déjà, juste en intro, mauvaise nouvelle, l'écosystème il est toujours toxique et il n'a pas tant changé que ça. Ouais, non, c'est une réalité. Euh, le plus grand danger d'un incubateur, accélérateur, ce que tu veux, encore une fois d'avoir des gens en face qui n'ont jamais monté de boîte et qui t'expliquent comment faire. Euh, Mhm. je dirais que c'est 90% du marché. Euh, voilà. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, toutes les technopoles, tous les incubateurs un peu corporate, je vais citer personne ici là, mais en gros Non, mais globalement, on a des idées en tête. Après, ouais. on dit ça, on Mais dit. moi, j'avais créé le Tour de France de l'entrepreneuriat, tu vois, il y a ça, oula, quelques années, hein, 8 ans, je dirais. Mhm. Et, euh, et le truc, c'est, je suis toujours en connexion, j'essaie d'être hyper connecté avec l'écosystème startup, l'écosystème entrepreneuriat. Mhm. Aujourd'hui, bah, il est toujours à 90% bullshit. Euh, Ouais. C'est les et c'est mêmes, un hein. énorme C'est problème. les mêmes, hein. Ouais, C'est c'est les les mêmes mêmes. personnes à la tête de ces Mais trucs. souvent, c'est les politiques, les corpos, le monde Ouais, très c'est ça. traditionnel de l'entrepreneuriat qui s'est accaparé finalement, Ouais, en je fait, suis. finalement, cette startup vibe, quoi. Et du coup, nous, on a pris le contre-pied de ce qu'on n'aimait pas, parce que moi aussi, du coup, j'ai côtoyé un peu cet écosystème. Je me suis dit, putain, mais quel bordel! C'est vraiment c'est le pire du pire. Et, euh, et du coup, je On me a suis des dit, anecdotes ok, en tête, on va pas dire de nom. Moi, j'en ai, moi, de mon côté, je sais que t'en as. ouais, On bah va rien après, dire. je peux en Mais tu citer, sais, tu connais, sans c'est les le fameux. citer, mais il y C'est en le a fa- qui prenaient 30% du capital des startups accompagnées en leur donnant 30 000 euros. Enfin, on a vu des trucs hallucinants en France, quoi. Et voilà. Et du coup, nous, on s'est dit, bah tiens, on va déjà, premièrement, on va être bienveillant. Et surtout, pour être bienveillant, c'est pas que de la bienveillance, il faut avoir les connaissances, c'est-à-dire être passé par là où vont passer les mecs que t'incubes quand même. Donc, Hmm. nous, on recrute que des entrepreneurs, tu vois. De base, tous les advisors qui sont chez nous, tous les gens qui s'occupent des startups, on a des compétences techniques différentes. Par contre, on a tous monté des boîtes. Et on en a tous Mhm. chié. Et on a surtout Mhm. monté des boîtes from scratch aussi. Tu vois, on n'est pas arrivé avec ah ouais, je suis héritier d'une PME. Waouh, non. C'est pas le même taf de faire de la reprise d'entreprise, que de manager un grand groupe ou quoi, que de monter une boîte from scratch. From scratch. Une boîte from Hmm. scratch, c'est très très compliqué. Et Ouais, c'est la Champions League, hein. ah ouais, C'est la ouais, Champions League, hein. c'est hardcore. Non, Et il du y en a coup, très peu, hein. voilà, Il y en nous, a très très peu en France qui repartent. ouais, 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 Je te disais, j'avais désolé. plus les Il y en a chiffres, très peu mais en France que. c'est tout petit. Mm. Moi, je te dis dans la place, il y en a très très peu qui sont repartis from scratch, qui ont refait un succès, qui sont repartis from scratch, qui sont refait un succès. Il y en a très 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 peu. Ouais, et il y en a Ils doivent encore être moins 10, comme allez, moi. max. Et il y en a encore Ah, moins ok? comme moi qui viennent en dehors des grandes villes et en dehors des écoles de commerce. Hmm. Tu vois, Ouais, parce que c'est vrai, ça euh, joue, hein. Ça voilà, bah, joue, hein. bien sûr.
moi, j'ai pareil, encore à l'instant T, on est en 2024. Moi, j'ai commencé, j'étais le seul avec un accent et un béret, tu vois. Euh, Hmm. moi, j'ai démarré tailleur de pierre, donc rien à voir. Mhm. Et du coup, il y a une disparité sociale incroyable. La plupart des gens, ils ont fait des grandes écoles. La plupart, ils viennent de Paris. La plupart, ou s'ils viennent pas de Paris, ils ont fait au moins des grandes écoles en province, entre guillemets. Donc, ouais, la disparité sociale et le partage des richesses, y compris dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, nouveau start-up, eh ben, il est quasiment inexistant. Et ça, c'est aussi un combat qu'on a, nous. C'est pour ça qu'on est basé au Pays Basque et qu'on croit, on mise aussi sur inciter la ruralité, les gens des cités et tout, à entreprendre. On est d'ailleurs partenaire avec Station F sur Mhm. le programme Fighter, sponsorisé par Xavier Niel, euh, pour ça, pour pousser cet entrepreneuriat-là aussi. Donc voilà, nous on est différents parce que on est avant tout des entrepreneurs et qu'on a connu les étapes et que on met les mains dans le cambouis. Quand tu vas dans d'autres Mhm. incubateurs, les gens ils vont t'expliquer ah ouais là il faudrait que tu sois bien référencé sur Google. Mais en fait les mecs ils savent pas, ils vont jamais te donner un tips pour vraiment l'être. Tandis que nous on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et on va te ranker number one, tu vois. Et ça c'est un truc qui existe à mon sens en tout cas pas encore sur la scène de l'entrepreneuriat français. C'est vrai, hein? On a fait ce pari-là. Moi, j'ai connu les débuts de The Family, tout ça, etc., où il y avait beaucoup de mindset, mais ce qui manquait aussi, c'était ce côté très opérationnel. Et je pense Hmm. que le fait d'avoir matché les deux, c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès. Écoute, il y a plein de sujets que j'aimerais te relancer dessus. The Family, on va le mettre ça plus dans un deuxième temps parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. Euh, par contre, dans un premier temps, j'aimerais du coup connaître un peu plus en profondeur ce que tu fais. Ouais, Euh, Moi, je sais là, si je t'ai invité dans ce podcast, c'est que je sais qu'il y a une qualité en plus dans ton incubateur. J'aime déjà le nom Conquistador, ça me fait kiffer, j'adore ce genre de nom. Moi, je j'adore. lis l'épopée de Christophe Colomb, ça me fait quelque chose, tu vois. J'ai des frissons, etc. Tu vois. Quand même, aller 4 mois, ou je crois, c'était combien de voyages? Je crois, un coup de 6 mois, 4 mois sur un bateau. Ouais, je Tu crois que sens que c'est les vivres 3-4 commencent à se mois de travail. tarir. Ouais, on est dans un truc comme ça. Les vivres commencent à se tarir et que Ouais, tu es avec des gens, tu sais très bien que c'est pas les plus civilisés, on va dire, sur ta barque, c'est compliqué de gérer ça. Et je peux te dire, ça, c'est un vrai, vrai voyage entrepreneur pour moi. Un vrai de vrai. Parce qu'il faut gérer ouais, une team qui est très, très énervée et qui a peur de mourir. Et je peux te dire, ça, c'est peut-être l'extrême exemple de ce qu'on pourrait faire d'un point de vue entrepreneurial, je pense. Mais ouais, pour ouais, revenir c'est sur clair. Conquistador, ton incubateur, euh, aujourd'hui, j'arrive chez toi, ok? Moi, mon but, c'est de rencontrer mon marché. Imaginons que je suis une startup qui est au tout début, peut-être à l'idée ou même carrément, j'ai un début de produit, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire et comment tu vas personnaliser en fonction de moi pour que j'aille rencontrer mon product market fit le plus vite possible? Qu'est-ce que tu me proposes de faire? Qu'est-ce que tu fais? Quelles questions tu me poses? Et après, à partir de là, c'est quoi le plan que tu me proposes? Ouais, alors déjà, de base, c'est se poser sur quel produit. Et nous, dans notre cas, dans notre monde startup, on essaie de construire des produits qui sont scalables. Mhm. Évidemment, donc où il y a de la récurrence de revenus et des charges fixes qui montent pas beaucoup, donc forte rentabilité. Et c'est principalement dû au fait que ce soit qu'il y ait le digital aujourd'hui. Donc déjà, on va se Mhm. poser sur le business model, sur l'offre, et en fait, on va pas construire le produit. Ce qu'on va faire, c'est simplement, moi j'aime bien faire la différence entre le minimum viable product, donc le produit Mhm. minimum que tu vas construire pour le tester sur le marché, et l'offre minimum. Et en fait, nous, d'abord, on fait une offre minimum. C'est un peu le Mhm. fameux fake it until you make it en quelque sorte. Donc, fais comme si tu avais déjà fait quelque chose, voilà. Et tu fais croire que tu as déjà une offre en place avec un produit prêt à vendre, alors que pas du tout. Et donc, comment tu fais globalement? Bah, tu crées une presse qui raconte vraiment, donc une landing page, hein, un site web qui va expliquer clairement ton offre. Et tu vas créer une waiting list, par exemple, où tu vas prendre des calls comme si c'était des calls de démo pour que les gens ils payent quoi à la fin, quoi, hein. Et tu vois Mhm. s'il y a un intérêt. Et comment tu ramènes les gens dessus? Bah, tu peux faire des campagnes de prospection B2B automatisées, tu peux faire un tout petit peu d'ads, tu peux tester du contenu organique. Le but, c'est de dépenser zéro thune, parce qu'aujourd'hui, tous les outils, ils Mhm. ont au moins des freemium et tout, et te permettent de tester des canaux de distribution différents, et du coup des personas différents, des types de personnes que tu penses qu'ils peuvent acheter différents. Et en fait, tu racoltes de la data
donc de la donnée concrète. Tu vas savoir à peu près qui c'est qui est intéressé, quel type de personne est intéressée. Tu vas savoir quelles sont les punchlines qui fonctionnent le mieux pour vendre. Euh, Tu vas savoir quels sont les bons pricing. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle l'A/B testing pour tout ça. Donc, tester voilà, différents pricing, différents types de punchlines, etc. Et à la fin, tu sais, tu commences à avoir quand même des convictions où le marché se situe. Est-ce qu'il y en a un? Et est-ce que ça vaut le coup de continuer? Déjà de base. Euh, Mhm. et Mhm. ça, il y a beaucoup de gens qui s'entêtent pendant même des fois 2 ans parce qu'ils vivent en France grâce aux subventions et compagnie. Mais en fait, ou Mhm. C'est avec vrai, leur hein? argent perso. Mais en fait, il n'y a pas de marché, ils meurent. Mhm. Et du coup, ça, c'est le number one. C'est voir s'il y a des gens qui sont capables d'acheter ce que tu proposes. Et derrière, à partir de là, ouais, on valide. Et on va construire ce qu'on appelle, du coup, après l'offre minimum, du coup, le minimum viable product. Donc là, on se dit, OK, allons construire vraiment ce que les gens veulent acheter. Donc, je dis n'importe quoi, ça peut être Mhm. une extension Chrome, une app, logiciel, peu importe. Mais en fait, je suis pas développeur, comment je fais? Eh bien, aujourd'hui, ça tombe bien. Là aussi, tu vas dépenser peanuts. Avant, tu dépensais Mhm. 50 000, 60 000 euros dans des agences merdiques qui te facturaient à balle pour créer tes produits digitaux parce qu'il y avait que les développeurs qui savaient faire ça. Ou sinon, tu prenais un CTO que tu faisais Mhm. rentrer au capital. Mais le mec, ça se trouve, il n'était pas du tout entrepreneur, il était nul aussi. Et, là, aujourd'hui, tu as des outils comme Bubble, Flutterflow, Webflow, etc., qui Mhm. te permettent en fait de construire ton propre produit et de le faire Mhm. soi-même. Et Certes, ChatGPT ça te aussi. demande un peu tu vois, un peu de travail, mais en même temps, c'est normal. On est en entrepreneuriat, donc il faut se bouger le cul. Et Mhm. même si c'est un produit trop technologique, trop compliqué, tu peux même le faker avec, par exemple, des prototypes sur Figma. Donc, tu fais des designs, tu Mhm. designs juste les interfaces, etc. Il n'y a pas de base de données derrière, tout ça. Et ça te permet de présenter concrètement qu'est-ce que tu veux faire. Et du coup, à ces designs, tu peux dire à des investisseurs ou à un CTO, tu arrives en lui disant, regarde, sur ma waiting list, j'ai 500 personnes qui seraient prêtes à acheter ce produit-là, mec, viens, on le développe ensemble. Et là, il va pas te prendre pour un noob parce que tu as déjà fait tout le test marché et tu as déjà pensé le produit, tu l'as Mhm. co-designé avec les gens qui veulent l'acheter. Et voilà, et là, tu es même capable de convaincre donc du coup un CTO ou des investisseurs pour continuer l'aventure si tu n'avais même pas, ou tu peux même déjà commencer à en vendre avec des produits faits en no-code. Donc voilà comment ça, je conçois moi le go-to-market, quoi. Voilà. Mhm. Euh, et après, tu Écoute, as moi, différentes étapes. Tu peux j'ai faire trouvé une ça. pré-seed, continuer. Ok, Ouais. ok. Écoute, moi, j'aime bien ta manière de voir les choses pour le coup. J'avais lu le livre 100 Million Offers d'Alex Hormozy en début d'année. Ça a un peu changé pas mal de choses dans ma manière de voir l'entrepreneuriat. Et il fait une équation que j'ai un peu Ouais. modifiée. C'est une équation de base, c'est marché égal est plus important que offre est plus important que persuasion. Et moi, du coup, j'ai rajouté un truc, c'est founder market fit est plus important que le marché, est plus Ah important oui? que l'offre, est plus important que la persuasion. Donc moi, je Ouais, pense que, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur le founder market fit? Est-ce que tu trouves que de ouf. un entrepreneur doit forcément incarner sa boîte? Est-ce qu'il doit forcément l'incarner? Ou est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir, par exemple, un pragmatisme tel que tu pourrais lancer n'importe quel business avec n'importe quel type de personnalité et potentiellement le lancer? Est-ce que tu... Ouais. Je sais pas, parce que nous, Il on y a nous a deux vendu choses, un je petit pense, peu ça, que tu pourrais créer une audience facilement. ouais, il y a deux choses dans le founder market Dis-moi, fit je t'ai coupé, dis-moi. qui sont intéressantes. Il y a un côté, déjà, le founder market fit, il faut que ça soit un gars qui débarque pas sur le marché, tu vois. C'est possible qu'il puisse débarquer, mais il va lui falloir un effort énorme pour se mettre au niveau vs les autres concurrents. Euh, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit tellement passionné par son marché que ça va être un tueur. Et surtout qu'il va pouvoir tenir le marathon entrepreneurial que ça va être. Il faut qu'il soit passionné. Euh, Sinon, c'est mort, de base. Donc, il y a vraiment un vrai travail sur le why, sur le pourquoi il fait ça, le fameux why de Simon Sinek. Et, Mhm, et de l'autre côté, sur
ok, c'est profondément ce que je veux faire, mais il faut que je me donne les moyens d'être le meilleur dedans. Et du coup, d'emmagasiner énormément de connaissances dedans. Mhm. Et moi, voilà, je vois ces Ok, deux côtés-là, le côté perso et le côté expertise sur le fondeur market fit. ok. Mm. C'est super intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a aussi la notion d'ikigai. Je pense que pas mal de personnes commencent à connaître un peu plus en France. Ouais, Et pour ça, bah, je te donne un conseil. Tu vas sur ChatGPT. Qu'est-ce que le ikigai? Est-ce que tu peux m'aider à le trouver? Et c'est clair. t'inquiète pas, ChatGPT fait très bien le travail. Pour de vrai, hein, je vais être honnête. Hein. Je vais Ouais, être honnête. Hein. Moi, ChatGPT, c'est vraiment moi, aujourd'hui mon pote pour remettre mes idées en place. Vraiment pour le coup. Et après, j'ai une petite question qui est un peu un hack que je te ouais, donne, Camille. Et j'espère que tu l'utiliseras avec certains de tes gars où tu sais, il y a du doute, ils savent ouais, pas. Tu sais, peut-être limite, tu as un peu un doute sur eux. Tu sais, tu as souvent des gars en face de toi, moi je le vois vite, où bah, tu sais direct quand ça va devenir un salarié et qu'il n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. De l'autre côté, tu vois direct si c'est un entrepreneur et qu'il va aller loin. Et après, tu en as une petite catégorie où il y a un doute, mais tu veux le faire venir dans la famille un peu de viens, mais viens, non, on fait des trucs, tu vois, genre c'est quand même stylé, ouais. tu vois. Et moi, je lui pose toujours une question à ces gens-là et je les laisse là-dessus. C'est très simple, c'est si je te donne un argent illimité et 100% de taux de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce que ce que tu entreprends, la chose que tu entreprends là-dessus, c'est sûr et certain que ça va réussir, à une seule condition que tu travailles. Donc, tu as argent illimité et 100% de taux de réussite. À quoi ressemble ta journée dans 6 mois? Ils vont tous te répondre la même chose. Bah, je montrais mon business et après, voilà, bah, ok, bah, donc le matin voilà, tu vas travailler ton business et après l'après-midi, tu vas être libre. Tu vas faire quoi l'après-midi du coup? Et là, c'est sur cette question-là Ouais. que le vrai travail commence. Parce que la personne va se retrouver face à un petit peu un vide. On va se dire, mais comment je le remplis aujourd'hui? Et c'est là que le vrai travail commence. C'est pour ça que dans les deux cas, tu peux t'en sortir bien parce que cette personne, dans tous les cas, tu peux la motiver en lui disant bah, écoute, viens, on se met dans une position où tu pourras avoir ces questionnements, tu ne connais pas ses réponses. Et si elle a la réponse, tu lui dis bah, serre-toi-en pour avancer dans ton projet. Dans les deux cas, tu l'as un peu cornerisé pour avancer dans son truc. Donc, ça, c'est un peu mon côté sales, prise de décision qui parle. Donc, je te le Ouais, conseille et n'hésite moi, surtout dans pas à cette l'utiliser. approche-là, je suis un peu plus humain, tu vois. C'est pour ça qu'on prend le temps de Ok. passer du temps sur les 5 jours parce que il y a des gens, Mhm. en tout cas, nous, c'est notre taf de leur transmettre un certain mindset. Donc, il y a des gens, ils y arrivent sans, mais ils ont la Mhm. capacité de l'avoir après. Et tu vois, tu as cette Mhm. différence-là. Donc, euh, moi, au bout des 5 jours, vraiment, je sais ce qui va se passer derrière, mais ça a quand même pris 5 jours, c'est pas rien. Ouais. Mhm. Franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. 5 jours pour, euh, pour vraiment former son idée ou vraiment juste pour voir s'il y a un intérêt ou pas à continuer avec lui pour être Pour voir s'il y a un incubé et intérêt voir à s'il y a un voir, intérêt en fait tout voir s'il simplement. capte vraiment ce que c'est, euh, ce que ça va impliquer pour lui la suite, lui avoir transmis Mhm. toute la strat et tous les outils pour qu'il fasse son go-to-market et lui avoir Mhm. parlé d'entrepreneuriat startup pendant 5 jours non-stop pour aussi vraiment Mhm. lui faire réaliser, enfin lui faire déclencher un mindset. Ça, c'est ce qu'on fait. Ok. Vraiment, au bout des 5 jours, ils ont beaucoup de choses actionnables. Euh, et voilà, il y a ceux qui les actionnent et il y a ceux qui dorment. Ouais. On va pas continuer sur cette phrase qui est. Je sais qui a dit cette phrase. Je sais qui a dit une phrase un peu similaire. Ah non, pas du Dans tout. une gare, il y a ceux qui ne sont quelque chose et ceux qui ne sont rien. Je la connais celle-là. Elle avait fait polémique Ah, cette phrase qui ah non, était. je la connaissais pas Il fait celle-là. ça. Il fait ça. C'est une phrase de Macron qui fait, je crois, à Paris-Saclay. J'ai pas envie de dire de bêtises, ok? Ah d'accord, Je je crois que c'était savais à pas du Paris-Saclay. tout. Non, c'était à Station F. C'était à Station F. Qu'est-ce que je raconte? C'était à l'ouverture de Station F. Ah, Et il dit ah cette phrase, le jour bon, d'ouverture, ok. Je l'avais pas, tu vois. ouais, et il dit cette phrase qui le met dans une sauce pendant plusieurs semaines, que tout le monde a à peu près compris, j'espère. Enfin, mais c'est vrai que c'est un peu tendu de dire une phrase pareille de nos jours en France. Et bien d'ailleurs, ça fait une parfaite transition avec ce que j'avais envie de parler juste après. Ok. Bon, je sais le sujet de quoi on va discuter. Je pense que ça a fait beaucoup de bruit dans notre petit écosystème, on va dire, dans notre petit monde des startups. Ouais, Écoute, The Family, depuis maintenant, on va dire un an et demi, voire même 2 ans, je crois. Je n'ai pas les dates j'ai pas les dates en tête. Bah, a complètement ouais, deux explosé. ans. C'était un petit peu un espoir qu'on avait. J'avais un peu Mhm. l'impression que The Family, c'était un peu, comment te dire, une sorte de petit Eldorado où on pouvait aller. C'était un endroit où on se sentait safe, un peu des gens qui étaient un peu ambitieux, qui voulaient monter des projets, qui fantasmaient la Silicon Valley, etc. C'était un peu notre lieu, le lieu à nous. Moi, j'ai pas eu cette chance-là d'être à Paris à ce moment-là. J'étais un peu trop jeune et très pauvre aussi, on va pas se mentir. J'étais encore en études. Et malheureusement, je pense que toi, tu l'as vécu de l'intérieur, ce truc-là. Et qu'après, tu as un peu
continuer ce chemin-là. Et je voulais savoir, en fait, après l'explosion de The Family, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Après maintenant 2 ans, je pense qu'on peut faire un peu le bilan. Et, et en fait, qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années après cet événement qui a fait de mal à pas mal de monde, il faut le dire. Ouais, alors déjà de base, The Family, oui, je pense que moi, comme énormément d'autres personnes, sûrement comme toi, ça a inspiré beaucoup de gens à aller dans l'entrepreneuriat, start-up et penser un peu Hmm. vraiment c'est quoi un écosystème tech. Pour moi, c'est clair que c'est eux qui ont été les déclencheurs en France, mais en fait aussi même, on se rend pas trop compte, mais en Europe aussi, ils ont fait pas mal de choses au niveau européen. Euh, donc, je pense Hmm. que l'écosystème leur doit énormément. Moi, j'ai vadrouillé dans cet Mhm. écosystème. Voilà, je pense, que c'était quelque chose d'assez, d'assez ouf ce qu'ils avaient monté. Après, voilà, il y a eu plein de problèmes en termes de business model, peut-être dans la manière aussi d'accompagner l'ensemble de la communauté. Ça a peut-être pas toujours été au top, mais par contre, euh, ce qui était génial, c'est comme tu disais, c'était, je pense, tout le monde se reconnaissait dans cet entrepreneuriat. En tout cas, ceux qui s'y reconnaissaient, euh, ben, Hmm. ça attirait les gens ambitieux, un peu fous, et qui voulaient changer la société. Parce que moi, c'est aussi ce que j'ai retenu de cette vibe-là. Hmm. C'était dans un écosystème en fait où tu te reconnais pas. Euh, Entrepreneuriat français extrêmement classique où ceux qui gouvernent c'est toujours les mêmes, c'est les grosses boîtes, les grosses PME, les grosses Mhm. UTI. Tout le monde se fait chier dans ces jobs. Euh, Mhm. et finalement, d'un seul coup, c'est C'est vrai, hein, possible. c'est vrai, hein. Bah ouais, hein. C'est possible de monter un truc from scratch et de faire des grosses boîtes qui Ça, révolutionnent des marchés. Et ça a été une vraie il faisait leçon du parce bien. qu'ils l'ont prouvé Je par vais A être, plus B. Voilà. c'est vrai. Et ça, je dois dire que pour être honnête, c'est pour ça que j'en voudrais. Je comprends même pas les gens qui ont pu parler mal, tu sais, de tout ça, tu vois. Que ce soit des deux côtés, hein, parce que tu sais, ça a créé des clans et tout, tu vois. Moi, je Euh, dois dire, mais vous vous rendez pas compte, genre, moi, à cette ceux qui en période-là, ont genre, mal parlé, ceux qui en ont mal parlé, c'est ceux qui n'ont jamais rien testé. c'est vrai. Déjà, premièrement, ça, c'est une chose qu'il faut dire. Et ça, je suis très d'accord avec toi et je suis content que tu soulignes ça. Ça m'énerve énormément. C'est que les C'est gens qui ont souvent le parlé, ils n'ont cas. pas fait grand-chose. C'était des consultants sur le côté. C'était des branquignoles. On les connaît. On va pas dire de nom. Mais ça, c'est un truc qui m'a énervé au plus haut point. Et après, oui, des fois, il peut arriver des moments où ça casse entre des gens, etc. Et laver ses linges comme ça en public, ça m'a pas plu, tu vois. Et troisièmement, pardon, c'est que putain, avec ce qu'ils ont réussi à créer, merde à la fin, tu vois, genre j'ai envie de dire, c'était tellement plus grand qu'eux, machin, qu'en fait, venant, on en sort un peu plus grandi et on a touché du doigt un petit peu. T'imagines, c'était tellement nouveau quand ça arrivait, Ouais, c'était tellement, genre ça sortait tellement du lot 2013. que rien que ça doit donner de l'espoir à, ça doit donner de l'espoir à construire, donner de l'espoir à faire des choses, tu vois. Et j'ai trouvé Alors, ce ça qui est dur, intéressant vraiment dans ce que dur, tu dis, de voir ça en public, tu vois. ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as vu aussi l'évolution de l'écosystème, etc. Donc, en 2013, Mhm. et avec aussi les lois de Macron sur la défiscalisation des investissements startups, etc. Donc, il y a les premiers fonds d'investissement qui se créent sur du seed, pré-seed, etc. et série A en France, hein, donc qui commence enfin, il y en avait quelques-uns, mais là, ça prend une autre dimension. Donc, il y a plus d'argent dans le monde startup. Il y a aussi beaucoup Mhm. plus de gens qui veulent se lancer. Il y a une vraie dynamique qui se lance. Mais en fait, si on regarde, The Family n'a jamais été remplacé et il laisse un vide. Pourquoi? Parce que jusqu'à encore aujourd'hui, c'est le constat que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ceux qui ont la main sur Mhm. l'entrepreneuriat de manière générale en France, Mhm. c'est les institutionnels, les gens qui n'ont pas monté de boîte et franchement, les écosystèmes euh, où c'est des entrepreneurs qui sont à la tête, des gens qui connaissent vraiment la méthodologie de go-to-market, qui connaissent la science des levées de fonds euh, et qui sont capables aussi de mobiliser des portfolios d'investisseurs, BA, etc., VC. Il y en a pas beaucoup. Euh, et c'est une vraie science, la startup. Mhm. C'est vraiment, c'est C'est vrai, data-driven, c'est des process et tout. c'est vrai. Et ça c'est les gens ils captent pas ça. En tout cas dans les institutionnels. Et Ouais. aujourd'hui, l'écosystème, il n'a pas beaucoup changé depuis.
et il laisse un vide. Et je pense que heureusement, il y a deux, trois entités qui sont en train de naître. Je vais en parler. Moi, je t'en balance Ok. deux. Bon, il y a nous, hein, mais il y a aussi deux autres que je respecte énormément. Et il y a, du coup, je fais un big up à Imagination Machine à Nantes, qui est un startup Ok. studio vraiment centré sur le futur et du coup sur les boîtes à impact, mais qui est ouf. Et il y a et la big up à Thibaut Elzière de Exa, anciennement eFounder, qui est quand même le startup studio le plus Mhm. successful au monde. On n'en parle pas beaucoup, Ouais. mais le mec, il C'est habite à vrai, hein. Bruxelles et il a C'est vrai, monté hein. ça à Paname. Et tu vois, et voilà, il y a des gens comme ça qui sont en train de reconstruire des écosystèmes. Il y a aussi Guillaume Moubèche avec son gros succès sur l'Emlist qui essaie d'embarquer des gens. Mhm. Il y a les gens qu'on voit aussi à la télé, comme par exemple Éric Delarchevêque qui essaye de lancer des trucs aussi de son côté. Mhm. Euh, C'est vrai. ou même Anthony Bourbon, ou finalement plein d'anciens aussi de l'écosystème The Family. Euh, Mhm. ou simplement voilà les petits groupes de personnes qui connaissent cette science startup Mhm. et on est vraiment vraiment pas nombreux. C'est vrai. Moi, je vais Ouais. te le dire droit. Et tu sais, moi, j'ai fait mon analyse. J'ai fait mon analyse. Et je vais être honnête avec toi. Ce qui manque aujourd'hui à cet écosystème, c'est pas le savoir. Je pense que C'est le c'est partage. pas mauvais pour embarquer des gens. On en a parlé. C'est le partage. Non, t'as très bien dit. Et tu vas voir, je vais essayer d'indiquer un peu un endroit où je pense qu'il manque aujourd'hui à cet écosystème. Et tu me dis si tu es d'accord avec moi ou non. Ok? Ouais. Camille, on en a parlé avant. Je pense pas que tu sois mauvais pour attirer des gens qui sont compétents, qui savent faire. On a parlé juste avant ce podcast, avant qu'on lance l'enregistrement. Tu m'as parlé de personnes avec qui voilà, tu es en train de discuter. Donc je sais que Ouais. c'est pas un problème pour toi d'attirer des gens. Donc ça, c'est cool. Le savoir et le partage, il est là, il est cool. Donc le savoir circule. Donc ça, c'est cool. En plus de ça, il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis. Tout le monde a compris qu'il fallait écouter les Après, c'est plus États-Unis facile et le d'attirer mettre en quand place t'as en déjà France, des etc., KPI, etc. quoi. On va pas se mentir. Bien sûr. Donc ça c'est un autre sujet. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à cet écosystème, c'est un lieu. Le gros plus de The Family, c'est pas tant ce qu'il disait. C'est vrai que c'était subversif à cette époque-là, mais moi, je Ouais. pense que c'est un lieu. Il manque un lieu iconique aujourd'hui qu'il faut remettre. Parce que moi, je peux te le dire, j'étais un jeune, j'habitais à Montpellier, j'étais en études en IUT Tech Deco. Moi, j'ai quitté, on m'a viré de mon IUT parce que je montais mes projets sur le côté, etc. Et le truc qui me faisait tenir, c'est que je me disais un jour, putain, je vais aller à Paris, je vais prendre mon métro et je vais rentrer à The Family. Et dans ma tête, je te jure, hein, Ouais. j'assume totalement mes propos, il n'y a pas de problème, je fais ma groupie sans doute là. Mais je veux te dire, vraiment, dans ma tête, je pensais qu'il fallait un badge pour rentrer à The Family, qu'il Ah, fallait c'est rentrer. ouvert. Tu vois, j'avais pas l'impression. Et c'est après coup que j'ai appris que c'était ouvert à tout le monde, etc. Et je pense que c'est ça qui me faisait fantasmer. C'est de dire, un jour, je rentrerai, machin, nanana. Il y avait ce truc un petit peu. Et moi, je le Ouais. dis clairement, hein, je suis un enfant de cette génération. J'assume Ouais. totalement. Et je pense que le rêve, il doit être recréé. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est un lieu Nous, on emblématique qui l'a fait que les fait, gens se mais disent, tu sais putain, un jour, quoi. je vais aller là-bas. Nous, on l'a fait aux Pays-Bas. C'était notre Au Pays Basque. Ouais, ouais, ouais. Comme moi, je suis originaire du Sud-Ouest, tu vois. Et pour moi, Mhm. vraiment, mon cœur, mon territoire de cœur, c'est le Pays Basque, tu vois. Je suis né ici, tout ça. Mhm. Et j'avais envie de le faire ici. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, En fait, le lieu, nous, on l'a vu déjà chez nous, ça change tout. Déjà en termes de légitimité, en termes de Ouais. cohésion, pour faire des événements, pour que les Mhm. start-upers ils puissent venir Bien bosser sûr. sur place, etc. Ça rassemble un lieu. Et tu peux pas faire, t'as beau faire des Mhm. visios et tout, ok, c'est fun, tu fais quand même avancer les boîtes et tout, Ouais, ouais, mais ouais. tu vas pas créer la même émulation euh, que tu peux faire dans un lieu. Et à Paname, il manque ça. Alors, Xavier Niel, il voulait le faire avec Station F, mais Station F, la réalité, c'est que ça reste très privé et c'est quand même un business model assez immobilier. Et après, bon, les fonds font Mhm. leur gros coup sur les 10% de Bien sûr. projets qui fonctionnent sur la masse. Mais il n'y a Bien pas un sûr, bien lieu sûr. ouvert Bien sûr. qui est dédié à ça. Et Mhm. et encore une fois, avec des entrepreneurs un peu seniors qui viennent et qui te bousculent et qui te disent ah mec vas-y viens vas-y je te montre tel outil viens fais ça comme ça viens là, va sur telle stratégie viens on Mhm. avance ensemble et ça n'existe pas d'ailleurs moi je suis hyper choqué tu vois je vais quand même à Station F souvent parce que je suis advisor sur le programme Fighter et tout et on est partenaire avec eux Mhm. là-dessus et là moi j'ai l'impression d'aller à la station et je me dis je vais voir la crème de la crème ou je vais dans d'autres Mhm. incubateurs accélérateurs qui sont quand même réputés en réalité, le niveau, il est bas.
Et pourquoi il est bas? Parce qu'il et encore une Mais fois, le il niveau y de a pas de l'entrepreneuriat partage. en France, il est bas de toute manière. Ouais, mais il y a pas Le un niveau de partage l'entrepreneuriat en France, il dans est. un sur cette science de la startup. Il est très rare Mhm. et il est nécessaire parce que sinon, ils se retrouvent face à des startup managers qui sont des gens géniaux, mais qui n'ont qui ne savent pas comment monter une boîte. Qui savent pas comment ça se passe Mhm. une levée de fonds. Quels sont les papiers qu'il va falloir remplir? C'est quoi? Est-ce que tu vas faire, je sais pas, un crowd equity, un crowdfunding, sous quel timing, quel valo? Enfin, tu vois, des trucs techniques, mais en fait, si tu l'as pas fait, tu sais pas comment ça se passe. C'est normal. Et Mhm. il y a vraiment besoin de reconnecter les gens qui sont des entrepreneurs seniors du monde startup avec ceux qui se lancent. Et, euh, et je pense que le startup studio, c'est le meilleur moyen de le faire avec bon l'incubateur. Mais l'incubateur, il y a moins de chances de réussite parce que tu pars avec une idée qui est pas où il y a quelqu'un qui teste mais qui est pas encore bien fait comme entrepreneur. Tandis que le startup studio, le principe il est un peu différent. C'est pour ça que moi je pense que c'est le modèle d'avenir où du coup tu mets des entrepreneurs seniors au départ avec peut-être un CEO euh, qui justement est un débutant et en fait il Mhm. va être tenu par la main et après on va lui laisser la boîte et nous on va garder 30% de la boîte et lui il aura 70, tu vois. Et, Mhm. ça fonctionne. Mhm. Ça fonctionne, c'est sûr et certain, ça a été prouvé et, euh, et je pense que c'est le modèle d'avenir. Ok. Et j'aimerais rebondir là-dessus. Donc là, on a mis en place, on a vu les points qui empêchaient ça aujourd'hui. Mais moi, je t'avoue que je vais être honnête avec toi. Tu vas me trouver un peu défaitiste malheureusement, mais je pense pas qu'on reviendra à ce niveau de folie qu'il y avait avec The Family. Tu vois, moi je te le dis droit pour être honnête. Moi je pense qu'il y a trop de bons cerveaux qui sont partis, trop de bons cerveaux qui sont partis dans les Pays Basques. Donc par exemple Pays Basques, Portugal, tu sais, c'est ce genre de destination où les gens partent. Tu vois, les entrepreneurs français quand ils vont dans ce genre de situation, Thaïlande, ce genre de choses. Et moi je veux que tu me prouves le contraire, s'il te plaît, Ouais, bah, je vais Camille. te Je prouver veux le que tu me prouves contraire. le contraire et que tu me donnes un peu Euh, d'espoir parce que je t'avoue, j'y crois plus. moi, je fais la différence entre, tu vois, en gros, il y a un truc qui est marrant, hein. Les mecs, s'ils partent à droite, à gauche ou quoi, pour moi, c'est des infopreneurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'équipe à gérer au quotidien. Hmm. Euh, non, mais déjà de base, Hmm. C'est si vrai, t'as c'est si vrai. t'as une team, t'as des locaux, t'es obligé. Aujourd'hui, tout le monde sait que le remote, ça a ses limites, hein. Faut pas déconner, hein. C'est pas pour ça. C'est pour ça d'ailleurs Hmm. que les plus grosses boîtes, ils ont quand même des locaux et même ils se ressentent dessus. Euh, Là, je disais, je connais un gars de Bike Market qui me disait que justement le remote, bon, il y a eu la grande époque du remote, mais là, il resserre les vis et maintenant, il faut passer des journées au bureau. Euh, bon, bref, tout le monde a compris que, il- voilà, un entrepreneur, il a des gens à manager. Il n'est pas là pour faire son petit billet de freelance à la fin du mois. Il est là pour construire un produit, pour construire une team, avoir une vision et amener tout le monde euh, loin, quoi. Et du coup, ça, tu peux pas le faire en allant d'un point A à un point B, un point C. Non, non. Tu dois être implanté déjà de base. Donc moi, j'ai choisi le Pays Basque. Après, il y en a qui choisissent Bordeaux, Paris, voilà. Généralement, il faut quand même choisir un pôle de talent. Alors moi, j'ai misé sur le fait qu'il y ait beaucoup de talents qui sont bougés ici aussi pour accompagner tous les noobs. Et, euh, et de l'autre côté, tu vois, t'as d'autres gros qui veulent vraiment être proches des capitaux, être proches des pôles de talent très high level, et ben, du coup, ils restent à Paname. Mais les talents, ils sont Mhm. toujours là. Même pour moi, je vais te dire franchement, je pense qu'ils sont bien meilleurs qu'avant. Euh, Parce que là, maintenant, tu as des jeunes, tu vois, moi, hier, j'étais avec le CPO de Litchi, Mangopé et Résilience, tu vois, le gars il a monté des boîtes énormes. Mhm. Euh, du coup, il habite ici, il habite au Pays Basque, tu vois. Euh, et je discute avec Mhm. lui, tout ça, ben, je me dis, putain, le niveau qu'il a à son âge, c'est insane. Insane. Voilà. Et je me dis, pour moi, je suis Il a très quel chaud âge? aussi, mais voilà. Et il y a 10 ans, c'était impossible d'avoir des talents aussi chauds. Pas de souci, pas de souci. Du coup, J'ai, petit en problème fait, technique avant là. truc débile, euh, il a surchauffé, tu sais, à cause de la chaleur. Mhm. Ok. Désolé, hein.
Non, il n'y a aucun souci. Écoute, mes Du petits coup, tu problèmes peux me techniques, reposer la question comme je ça. te repose la question du coup. C'est très Ouais. simple. Du coup, qui est-ce que tu aimerais et la dernière question que j'aimerais te poser, du coup, Camille, c'est j'espère que tu as passé un bon moment, donc tu m'as dit que oui, donc ça me fait Yes, au extrêmement plaisir top. déjà. Donc ça vraiment, ça me fait plaisir pour le coup. Et la question que j'aimerais te poser, c'est que qui est-ce que tu connais, que tu trouves intéressant et qui mériterait du coup un peu plus d'exposition et que tu aimerais voir dans ce podcast. Donc ça peut être un physicien théoricien comme le pizzaïolo au bout de ta rue. C'est vraiment large. Ça peut être à Ouais. ce niveau-là. Je vais te renvoyer un mec du coup qui est pas connu, qui est un king de la tech selon moi vraiment. Il y en a deux. Hein. Je vais te citer les deux. Tu feras ton choix ou au Ok, pire tu les feras les deux. ok. Euh, on parle pas beaucoup de ces gens-là qui montent des boîtes incroyables et qui partent pas travailler à Porto, tu vois. Et, euh, et du coup, C'est parti ça. Ça c'est je vais parti. pas. C'était un coup. Tu Ouais, vois, on va ouais, pas ouais, dire de nom, non, bien mais sûr, ouais, ouais. c'est Ou qui parti. partent travailler à Dubaï, pour pas en citer quelques-uns, On va rien dire, mais qui revendiquent l'entrepreneuriat et voilà, il y en a pendant ce temps, ils chôment pas. Je vais faire un big up à William Eldin, euh, ok. qui a monté le groupe 22. Donc, il est spécialisé en intelligence artificielle dans Mhm. différents métiers, notamment dans les villes intelligentes, Ok. dans tout ce qui va être analyse de l'image en fait. Donc, y compris sur Mhm. sur de l'usinage d'avions, enfin tout quoi. C'est ouf ce qu'il a fait avec sa boîte. C'est un groupe aujourd'hui, donc c'est vraiment devenu une boîte gigantesque. Il a fait ça en, je sais pas, 6 ans, un Mhm. truc comme ça. Donc big up à William. C'est un ancien qui avait monté Coyote. Voilà, il avait monté le GPS Coyote aussi. William Eldin. Et le Ouais, deuxième, incroyable. Clément Gwertz. Clément Gwertz de Synapse Medicine. Il a monté en fait Mhm. un, une plateforme, un SaaS, hein, qui te permet de vraiment de faire de la euh, comment on dit, de la prescription de médicaments. Et, Ok. et là aussi, c'est quelqu'un que moi je suis de près et de loin, puisqu'on se connaît aussi. Euh, et il est à Bordeaux et c'est quelqu'un de brillantissime Mhm. qui est en train de faire une medtech qui va devenir énormissime. Ok. On Et, lui souhaite. On lui souhaite. et voilà. Ah ben c'est déjà le cas. Hein. Et en seed, Ok. il avait levé 5 millions en seed à l'époque, en pré-seed même je Mhm. crois. Enfin, c'est une machine de guerre. Les deux, ces deux machines, c'est parmi les gens les plus talentueux que j'ai eu en face. Euh, Mhm. et qui moi m'ont pas mal impressionné parce que en plus d'avoir mon savoir-faire entrepreneurial que je pense avoir aussi parce que j'ai monté pas mal de petits projets et de boîtes qu'après qui étaient dans de la tech et de la deep tech aussi avec le startup studio qu'on avait à l'époque chez Seedup mais bref ces gens-là en plus de ça ils ont des connaissances, tu vois, dans la médecine, c'est compliqué. Dans Mhm. l'IA, mais dans le deep de l'IA, c'est très compliqué aussi d'être compétitif. Mhm. Euh, et eux, ils ont réussi leur pari. Et je t'invite à accueillir voilà, des entrepreneurs qui montent des groupes et qui sont pas, encore une fois, en train de faire du télétravail à Dubaï. Ok. Bah écoute, le message est envoyé. Écoute, je prendrai contact de ta part. Ouais, Camille, ça a été un plaisir d'avoir dans ce podcast. Vraiment, j'ai beaucoup appris. avec Tu grand m'as redonné plaisir. espoir. Et je pense qu'on se reparlera très rapidement pour voir un peu les évolutions de l'écosystème startup et comment l'implanter ailleurs, par exemple, comment commencer son incubateur. Je pense que ça pourrait être des questions qui pourraient être cool à la Ben, prochaine moi, fois. j'aimerais bien ouvrir des Et franchises à terme. On pourra, ok, on pourra Inch'Allah, en on discuter. Moi, verra. ça me ferait extrêmement plaisir, Inch'Allah, comme tu dis. Du coup, je te laisse tranquille, Camille. Ça a été un plaisir. Je te dérange pas plus. Ça a été un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Merci à toi, mec. Et je t'embrasse, je t'embrasse. Merci pour l'interview. Et prends soin de toi et à très très vite. Adieu. À toi aussi. Nileshker. Ciao. Salam alaikum. Salam alaikum.